Il suffit de prendre les différentes enquêtes de Santé publique France où on a vu effectivement le niveau de dépression, le niveau d'anxiété très élevé pendant des mois, des années après les confinements. Parce que quand vous ébranlez les personnes, elles ne reviennent pas à la sérénité dans les quelques semaines qui suivent. Ça laisse des traces durables. Françaises, Français, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je ne me le suis pas seulement dit que c'était au détriment de la santé mentale. J'ai alerté la population et les décideurs dès le printemps 2020. Et je l'ai répété en permanence au long de tous les confinements. C'est la rupture du quotidien qui s'est produite. C'est-à-dire qu'on avait un monde qui était construit, avec des habitudes qui étaient construites, des projets qui étaient tracés pour les semaines, les mois à venir. Et puis d'un seul coup, tout est tombé à l'eau, puisqu'on nous a dit ça s'arrête et vous allez reconstruire un quotidien différent basé sur l'intérieur strict. Donc dans les jours qui ont suivi, j'ai interpellé quelques collègues pour monter une enquête en population générale. On a eu 30 000 réponses en 2 mois. Les résultats, ils sont très clairs. Moins il y avait d'accès à la nature, moins il y avait de contacts sociaux, plus il y avait de consommation de toxiques, moins bonne était la santé mentale des Français. Et on a vu que plus long était le confinement, plus mauvaise était la santé mentale des Français. La moitié de la population avait un taux significatif, une élévation significative de l'anxiété, des manifestations d'anxiété et de dépression. C'était très inquiétant pour tout le monde. Ce qui était difficile, c'est l'isolement, ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir, le fait de craindre d'être victime d'une maladie. Je vous rappelle qu'au début, on ne connaissait même pas le taux de mortalité du coronavirus, qu'on avait l'impression que c'était extrêmement sévère. C'est le fait de ne pas pouvoir prédire du tout l'avenir, c'est une perte de contrôle qui est quand même très difficile à supporter. Puis le facteur immédiat, pour ceux qui étaient concernés, c'est la perte des liens sociaux. Il suffit de prendre les différentes enquêtes de Santé publique France où on a vu effectivement le niveau de dépression, le niveau d'anxiété très élevé pendant des mois, des années après les confinements. Parce que quand vous ébranlez les personnes, elles ne reviennent pas à la sérénité dans les quelques semaines qui suivent. Ça laisse des traces durables. Avec la crise, les idées suicidaires des jeunes ont plus que doublé, tout comme les symptômes dépressifs, passant de 26% avant à 41% en 2023. Qui a été le plus touché? Les jeunes, justement? Alors, qui a été le plus touché par les confinements? Eh bien, les jeunes, ça c'est clair. Parce qu'ils étaient souvent isolés, à distance de leur famille, sans aucun quotidien, sans aucune vie quotidienne en dehors de l'université qui était fermée, sans leurs amis puisqu'ils étaient à distance et sans leurs parents. Je connais des étudiants qui ont arrêté leurs études à cause de ça. Ils se sont sentis dans l'incapacité d'assumer des études à la maison. Ils n'ont pas senti la motivation nécessaire, ils ont arrêté. Donc c'est certain, ils ont été les premières victimes. Les enfants, ils ont été victimes. Moi, je l'ai bien vu, parce qu'ils ont pas eu de scolarité pendant quelques temps. Ça dépend, ça a été très lié aux capacités des instituteurs à rebondir, à proposer quelque chose ou à ne pas proposer quelque chose. Et pour certains enfants, ça a été carrément la suspension de la scolarité et se retrouver seul à la maison. Ça laisse des séquelles, ça laisse un lien aux écrans qui est différent, ça laisse un lien à l'autre qui est différent. Après, pendant les confinements, le fait d'être en lien par les réseaux sociaux, de faire des SMS, de passer par Messenger ou toutes les applications qu'on veut, WhatsApp et tout, c'était très positif parce que ça maintenait le lien. Mais les gens se sont emprisonnés là-dedans et passent maintenant beaucoup plus de temps sur les écrans qu'auparavant au détriment du reste. C'est pas que les écrans ils sont mauvais par nature, mais le temps qu'on y consacre, c'est du temps qu'on consacre pas à autre chose. Et puis paradoxalement, pas paradoxalement, de manière logique finalement, les personnes âgées aussi ont été très touchées, surtout les personnes âgées en institution, parce que là les mesures ont été très violentes, mal perçues par les proches, un type d'isolement avec impossibilité d'avoir une visite pour des personnes en EHPAD qui étaient sur le point de mourir. Enfin, c'était très difficile. On leur a donné une fin de vie qui était de très mauvaise qualité. Il n'y a pas eu d'adaptation finalement des mesures, ça a été adapté que très tardivement. Aurait-on pu faire autrement? Moi, quand j'ai participé à l'avis du Haut Conseil de la Santé publique sur Covid-19 et santé mentale, j'ai dû m'occuper un petit peu de voir ce qui se faisait dans différents pays. Donc j'ai regardé, par exemple, les sites web australiens, canadiens, anglais, etc. Bah oui, c'était beaucoup mieux fait. Et là, la population était informée de ce qui protégeait la santé mentale, de qui pouvait s'adresser, qui avait des difficultés, etc. Tout ce qu'on n'a pas du tout en France. Alors il y a des gens qui, comme moi, des professionnels de terrain, ont alerté, ont dit attention, c'est un domaine à prendre en compte, c'est important, etc. Là, on en fait les frais, la population en fera les frais. Mais à la base, il n'y avait rien d'organisé pour. Dans d'autres pays, c'était institutionnalisé, c'était organisé. Par exemple, dans certains pays, il y avait ce qu'on appelle la bulle sociale. Donc certes, vous êtes confiné, mais vous pouvez déclarer le nom d'une personne que vous aurez le droit de voir autant que vous voudrez. Vous voyez, donc ça concilie les deux. En France, on n'a pas eu ça. C'était le confinement strict pour tous. Donc c'est encore une fois l'aspect santé mentale qui a été mis de côté. Y a-t-il eu cependant des bénéfices à ce confinement? Petit à petit, la notion de santé mentale est entrée dans la tête des gens, de tout le monde, y compris des décideurs politiques. Et ça, c'est un des bienfaits. Et ça permet maintenant de se poser la question de créer une maison de la santé mentale pour informer toute la population française. Au début de la crise, il n'y avait aucune conscience de tout ça. La santé mentale n'existait pas, et même j'étais choqué, parce que sur certains plateaux, télévision, on disait il y a des questions sanitaires, et puis il y a aussi la psychiatrie, les troubles, les choses comme ça. Comme si la psychiatrie ne faisait pas partie de la médecine, comme si c'était une discipline à part. Vous disiez aussi que vous avez fermé beaucoup de lits.
Oui, ça c'était un projet qui était là auparavant, mais le fait d'avoir la pandémie finalement a accéléré le processus, parce qu'on s'est dit il faut aller vers les gens, il ne faut pas les enfermer encore plus à distance de la société, il faut les laisser dans leur milieu, c'est pas la peine de les couper en les mettant dans un hôpital qui en plus est cloisonné, donc ça a accéléré le processus de fermeture qui était prévu auparavant. En psychiatrie, on a trop longtemps mis des gens dans des endroits non stimulants, qui font office d'hébergement alors qu'ils n'en sont pas, qui sont censés être des soins, et finalement les gens habitent là et sont coupés de toute activité. Et la connaissance de la santé mentale en tant que domaine de notre santé, ça a un peu évolué, ça s'est un peu démocratisé, mais la connaissance des déterminants de notre santé mentale reste faible, la connaissance des dispositifs de psychiatrie, même des professions, reste faible, et moi il m'arrive toutes les semaines de voir des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un psychiatre et un psychologue, qui ne connaissent pas la différence, et qui ne savent pas à qui s'adresser s'ils se sentent moins bien. En réalité, il faudrait expliquer ce que c'est que la santé mentale, comment prendre soin de soi, comment prendre soin d'autrui, qu'est-ce que c'est qu'un trouble de santé mentale, qu'est-ce que c'est qu'un autisme, qu'est-ce que c'est qu'une dépression, qu'un trouble anxieux, qu'une schizophrénie. Tout ça, il faut le mettre dans le programme de l'éducation nationale. Il suffit de voir le budget des hôpitaux. Hein. Dans la tête de tout le monde, y compris des décideurs hospitaliers, c'est plus valorisant de créer de la chirurgie cardiaque robotique qu'une structure de santé mentale. Parce que ça paraît un peu du confort. Alors qu'en réalité, il faut faire la même prise de conscience qu'à l'armée. À l'armée, ils se sont rendus compte pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on perdait jusqu'à un tiers des combattants à cause du stress post-traumatique. Donc l'armée a fait de la psychiatrie une de ses disciplines prioritaires. Il faut que la société fasse comme l'armée.